La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Mesdames et messieurs, les chers téléspectateurs et téléspectatrices, chers internautes, Café Philo rentre chez vous à travers votre téléviseur, vos tablettes et téléphones pour ceux qui auront accès à ce Café Philo à travers l'Internet. Et une fois de plus, Café Philo présente à vous la pensée, l'art de réfléchir, l'intérêt pour l'intellectualité. Et cette mission, Café Philo se battra infiniment pour que les Haïtiens et les Haïtiennes puissent utiliser leur cerveau, leur capacité à réfléchir, ce bon sens si bien partagé, comme le disait Descartes, pour penser le pays, penser leur vie et améliorer leurs conditions et répondre à des questions que Kant s'est posées il y a longtemps. Comme à l'accoutumée, nous allons commencer avec la dessalinienne qui est un autre message lancé par Café Philo, à savoir la pensée n'est pas seulement une pensée pour elle-même, elle est aussi une pensée patriotique et nous allons nous mettre debout pour entonner la dessalinienne. Cette pensée patriotique n'est pas seulement une pensée pour la cité, mais aussi une pensée pour changer la cité. Et les changements viennent des révolutions, les changements viennent de ceux qui sont capables de retourner les paradigmes pour créer une nouvelle nation. Et c'est pour cela que nous allons écouter notre traditionnelle chanson « Hasta Siempre » de Julio César Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante
comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Une pensée patriotique révolutionnaire doit être mise en contexte. Et c'est dans cet objectif que nous allons regarder cette projection audiovisuelle titrée Comme Aïcha, je dis non à la corruption. Mise en contexte faite, cette pensée patriotique révolutionnaire dont je parlais tout à l'heure sera élaborée à travers un sujet, le déficit de crédibilité des institutions en charge de la lutte contre la corruption en Haïti. Cette pensée sera élaborée par le professeur Auguste Demesa qui se passe de présentation. Pas besoin de donner des détails sur le professeur que je le pense tout le monde connaît. Donc le professeur va nous amener dans une réflexion sur la corruption, sur les institutions, leur échec, ce qui pourrait l'expliquer et comment est-ce qu'on pourrait remédier à ces échecs et avoir un pays où il ne serait plus nécessaire, c'est peut-être utopique et illusoire, mais où il ne serait plus nécessaire d'inventer des hashtags sur Twitter pour se battre contre la corruption. Professeur Demesa,
c'est avec un plaisir que je vous passe le micro. Vous avez 30 minutes pour aider les téléspectateurs, les téléspectatrices, mesdames et messieurs qui sont ici présents et les internautes. À vous. Merci à Café Philo d'inscrire ce débat sur la corruption à un moment si particulier de notre histoire de peuple. Merci à ce message de mon ami Patrick, m'encourageant à prendre parole sur cette thématique. Merci à mon jeune ami, Maître Volmar. Merci à vous d'être venus. Merci à ceux et à celles qui auront l'opportunité de nous regarder et nous espérons que nous allons essayer ensemble de percer cette carapace épaisse qu'est la corruption, cette carapace qui protège la tortue, mais cette carapace qui détruit toute la vie d'un peuple. Je commencerai par une citation de Jean-Dominique qui dit ceci: on ne peut pas tuer la vérité, on ne peut pas tuer la justice, on ne peut pas tuer ce pourquoi nous nous battons. Personnellement, je crois que cette citation rentre dans ce projet révolutionnaire dont Maître Volmar a parlé. La corruption n'est pas un phénomène nouveau. Un contemporain d'Aristote disait: tout comme il est impossible de ne pas goûter au miel ou au poison que l'on trouve au bout de sa langue, il est impossible à quiconque gérant les fonds publics de ne pas goûter à la richesse du roi. La corruption, dans son sens premier, veut dire pétrufaction, destruction, altération. Dans son sens second, il traduit l'action humaine volontaire, entachée d'illégalité et d'immoralité. J'insiste sur ce double caractère de la corruption. La corruption est illégale et aussi immorale. Dans l'avant-propos de la présentation de la Convention des Nations Unies contre la corruption, Kofi Annan, alors secrétaire général des Nations Unies, affirmait que la corruption est un mal insidieux dont les effets sont aussi multiples que délétères. Elle sape la démocratie et l'état de droit, entraîne des violations des droits de l'homme, fausse le jeu des marchés, nuit à la qualité de la vie et crée un terrain propice à la criminalité organisée, au terrorisme et à d'autres phénomènes qui menacent l'humanité. La corruption est un mal présent dans tous les pays, dans toutes les sociétés, petits, grands, pauvres, riches. Mais la différence entre un pays riche et un pays structuré, un pays où les institutions fonctionnent, dans les pays pauvres, il y a une volonté systématique de saper à la base les institutions. Et malheureusement, nous, citoyens, nous, citoyennes, nous avons tendance à encourager cette déstructuration institutionnelle. D'ailleurs, en 1986, on nous a fait croire, l'international et certains intellectuels complices haïtiens de ce crime qui s'annonçait, que la démocratie se résumait à un binôme, élection et constitution et élection. Nous avons eu les deux, mais nous n'avons jamais pensé à renforcer les institutions qui existaient dans ce pays. Au contraire, nous les avons traînées dans la boue, nous les avons de manière systématique déstructurées, de manière à vivre dans le règne de l'impunité en encourageant la corruption. La corruption, ce mal insidieux, pour reprendre Kofi Annan, contribue à creuser l'écart entre ceux qui ont et ceux qui n'ont rien. Les pauvres sont les principales victimes, car les ressources déjà rares devant être consacrées à des réponses
adéquate contre la misère sont détournés par une minorité au profit exclusif de cette minorité. Les gouvernements, donc les gouvernants, sont non seulement des complices, mais ils sont des acteurs. Et à partir de ce moment, ces gouvernants ne disposent plus de moyens pour répondre aux besoins fondamentaux de la population. La corruption produit inégalité et injustice, mais aussi méfiance. Méfiance de la part de la population vis-à-vis des gouvernants, méfiance des investisseurs vis-à-vis des projets porteurs, méfiance de toute société organisée en nous regardant comme un peuple marqué de ce signe indélébile de la bête, la corruption. La corruption détruit le sens de l'humanité. Elle met entre parenthèses les valeurs fondamentales qui permettent à l'homme d'être humain, telles que l'honnêteté, l'état de droit, le sens de responsabilité, le respect de soi et des autres, le partage, la solidarité, la transparence, l'équité. La corruption engendre l'indignité. L'humain est mis au rencard. Des femmes et des hommes sont contraints d'accepter de survivre dans la mendicité, dans la crasse. Des adolescents et adolescentes sont obligés de se sacrifier pour devenir le porte-monnaie de leurs parents en vendant leur rêve d'être. Ils vendent leur corps. C'est le seul secteur qui embauche en Haïti, c'est la prostitution de tout âge, infantile et adulte. Ils perdent cette mise en perspective d'un avenir dans la probité. La corruption impacte l'économie, tant au niveau macro qu'au niveau micro. Déficit budgétaire, déficit de la balance commerciale, taux d'inflation à deux chiffres, taux de chômage effarant, faible accès au crédit. Il ne faut pas ignorer le coût de l'éducation et de la santé, du panier de la ménagère. Les résultats économiques sont mauvais. La corruption est un obstacle de taille, sinon le principal obstacle au développement, à l'atténuation de la pauvreté, de la misère. La corruption est liée aux autres formes de criminalité. Le trafic illicite des stupéfiants, le blanchiment des avoirs, le commerce illégal d'armes à feu, la traite des humains, femmes et enfants, le vol d'organes sur la population en situation difficile. Elle porte sur des quantités considérables d'argent. À partir de ce cadre conceptuel, maintenant nous allons essayer d'analyser les structures, les institutions mises en place par l'État, donc par nous, pour contrôler, pour juguler la corruption. À ce moment, on va faire une intervention à 3 moments. Les 3 pouvoirs, les institutions existantes au niveau des 3 pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, les institutions indépendantes créées en charge de la lutte contre la corruption. Ces institutions indépendantes n'ont pas de comptes à rendre, telles que la Cour supérieure des comptes, l'Office du protecteur du citoyen, le Conseil électoral provisoire, malheureusement, qui est l'un des organes les plus corrompus et porteurs du projet de corruption dans ce pays. Au niveau de l'exécutif, il est très clairement défini les responsabilités de la présidence et du chef de l'État et du chef de gouvernement. Ils ont une fonction de garantir la stabilité. Mais malheureusement, nos chefs d'État se préoccupent beaucoup plus de comment organiser, de mettre en place un système mafieux, comment arriver à récupérer leur pourcentage sur les contrats, et parfois, les contrats ne sont même pas réalisés. Et pour exemple, nous avons le ministère des Affaires étrangères. Il y a une pierre qui a coûté, la pose de la première pierre a coûté 10 millions de dollars américains à vous, citoyens et citoyennes. Il y a donc un ensemble de ministères aussi qui sont impliqués dans la lutte contre la corruption. Et en premier lieu, le ministère de l'économie et des finances. L'office du budget, qui est obligé d'auditer les dépenses. L'office du budget autorise les dépenses. Comment peut-on donc comprendre que l'office du budget viole l'ensemble des règles, l'ensemble des lois organisant le fonctionnement de l'État et permettent le décaissement de fonds
sans qu'il y ait au préalable évaluation des dépenses. Donc, à l'intérieur même de cette direction générale, de l'office de la direction générale du budget, il y a donc déjà une absence totale de contrôle des dépenses de l'État. On a créé 2 postes fondamentaux pour essayer de juguler le phénomène de la corruption au niveau du ministère des Finances. Ce sont les contrôleurs financiers et les comptables publics. Malheureusement, le ministre des Finances dispose encore d'un pouvoir absolu, car il a la capacité de donner une main levée pour une dépense non acceptée, rejetée, condamnée par le contrôleur financier et par le comptable public. À l'intérieur du ministère des Finances, il y a aussi l'UCREF, l'unité de lutte contre les crimes financiers. Cette unité a été créée non pas pour répondre à un besoin national, mais a été surtout créée pour répondre à des pressions internationales. L'UCREF a un pouvoir étendu, a un pouvoir sans limite. L'UCREF a accès à l'ensemble des dépôts réalisés en banque. Tout dépôt dépassant $8 000 américains doit être signalé immédiatement par quelle que soit l'institution financière opérant en Haïti à l'UCREF. Mais malheureusement, les enquêtes ne donnent jamais lieu à des poursuites. Et l'UCREF dispose d'une loi générale pour mener à bien son travail. C'est la loi portant sur la déclaration de patrimoine des grands commis de l'État. Ministres, députés, sénateurs, directeurs généraux sont obligés, juges, sont obligés de déclarer au moment de leur prise, 30 jours après leur prise en charge de leur fonction, de déclarer l'état de leur fortune au moment d'entrer en fonction. Très peu d'officiels haïtiens se soumettent à cette obligation contraignante. Par devant le doyen du tribunal civil de première instance. L'UCREF a le droit d'exercer des pressions. L'UCREF a le droit d'exiger une coupe de 25% du salaire de ses fonctionnaires indélicats n'ayant pas déclaré leur fortune, leur patrimoine. A-t-on jamais entendu qu'on a réduit de 25% le salaire d'un officiel? Et ce même détenteur d'un poste important, après avoir quitté ses fonctions, est obligé, est tenu de soumettre un rapport à la fin de son mandat. Donc si on voulait combattre la corruption, l'institution, cette unité centrale de répression des crimes financiers, aurait pu donc jouer ce rôle. Mais malheureusement, ce gouvernement, au lieu de renforcer le mandat de l'UCREF, a volontairement, avec la complicité des parlementaires, députés et sénateurs, modifié la loi ayant créé l'UCREF pour arriver à politiser l'UCREF. Donc ce qui nous a amené à un UCREF dont le conseil d'administration, qui n'a jamais été installé, composé essentiellement de hauts fonctionnaires d'État. Donc l'UCREF est devenu une grosse coquille vide. À l'intérieur aussi du ministère de l'économie et des finances, il y a l'inspection générale des finances. Il y a un article, je crois que c'est l'article 14, qui pour moi a un caractère cocasse, a un caractère kafkaïen, qui dit l'inspecteur général des finances a le droit de porter une arme. L'inspecteur général des finances, quand il se rend dans une institution, il a le droit, avant même l'arrivée d'un juge de paix pour constat, de prendre toutes les mesures conservatoires à l'intérieur de cette institution. Ça fait 10 ans que l'inspection générale des finances existe. Je n'ai jamais, malgré toutes mes recherches, vu, voire lire un rapport de cette inspection générale des finances qui n'est pas favorable aux actions gouvernementales. Au niveau du ministère de la Justice, la grande aberration, malgré qu'on parle d'un pouvoir judiciaire,
malgré la création du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, l'exécutif garde le monopole de nomination du, entre guillemets, commissaire du gouvernement. Quand on lit les attributions du commissaire du gouvernement, il est censé représenter la société. Mais il y a une incongruité entre la fonction de commissaire de gouvernement et son mandat de protecteur du citoyen. En tant que citoyen, je porte plainte contre le gouvernement, or il est le commissaire du gouvernement. Donc il y a donc une incompatibilité. Et c'est pour ça aussi que nous devons nous mener cette grande campagne. Il faut que le parquet, les magistrats, debout, soient sous le contrôle du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Qu'ils ne soient plus nommés par un ministre de la Justice, qu'ils ne dépendent plus de la bonne volonté de ministres. D'ailleurs, d'après le mandat du commissaire du gouvernement, autorise ce dernier à mettre en branle l'action publique dès qu'il y a clameur publique. Je crois que ça fait plusieurs manifestations de rue contre la corruption, ça fait plusieurs sittings, des milliers d'entrevues, et jusqu'à présent, aucun commissaire du gouvernement n'a osé, n'a pris le risque de mettre en branle l'action publique. À l'intérieur du ministère de la Justice, il y a aussi l'ULCC, l'unité de lutte contre la corruption. Cette unité a aussi des pouvoirs étendus. Mais malheureusement, comme pour l'UCREF, cette unité de lutte contre la corruption a été politisée. Et la nomination du directeur général ne relève plus du Conseil national de répression des luttes. C'est le président qui le nomme sans qu'il y ait cette recommandation obligatoire de ce conseil consultatif. À partir du moment que c'est un choix présidentiel, on choisit quelqu'un qui est proche du gouvernement et non quelqu'un qui puisse agir en toute liberté, en toute indépendance. Il y a aussi ce fameux ministère du Plan, qui a une direction de contrôle des organismes non gouvernementaux, qui a aussi une direction fondamentale, la direction d'évaluation de projets. Comment peut-on décaisser plusieurs valeurs d'affilée si le ministère du Plan n'évalue pas l'état d'avancement des travaux? Or, l'état d'avancement des travaux bénéficie toujours de rapports positifs du ministère de la Planification. D'ailleurs, on ne peut pas dire que c'est un ministère qui existe. Demander au gouvernement qu'est-ce qu'il va faire dans 2 ans, qu'est-ce qu'il va faire demain, personne ne le sait. Le plan, le budget d'investissement, nous l'avons, mais nous n'avons pas de plan. Le budget d'investissement est une suite de petits projets députatifs et sénatoriaux. Ça ne peut pas permettre le développement. Le pouvoir législatif. Si nous prenons la Chambre des députés et le Sénat, il y a un secrétariat général. Il y a un secrétariat général adjoint aux affaires administratives, ça c'est important. C'est là où l'argent transite. Il y a aussi un secrétariat général adjoint aux affaires législatives. Ni le Sénat, ni la Chambre des députés, ni l'Assemblée nationale ne disposent de secrétariat général adjoint au contrôle. Or, constitutionnellement, le Parlement a 2 fonctions, pas 3. Légiférer et contrôler. Alors, l'ensemble des députés, ou disons mieux, la majorité des députés, n'ont pas les compétences pour évaluer un projet, pour évaluer un budget, pour évaluer les dépenses. Il faudrait donc ce secrétariat général adjoint au contrôle. C'est un refus systématique de la part du Parlement, de la part de l'Assemblée nationale, de mettre sous pied cette structure fondamentale. C'est-à-dire que le Parlement, qui est en même temps gardien de la Constitution et codétenteur de la souveraineté nationale, refuse de prendre les mesures qui s'imposent pour assurer une des fonctions régaliennes, une des fonctions fondamentales de cette institution, qui est la fonction contrôle. Le pouvoir législatif.
Moi je mets pouvoir entre guillemets. Un pouvoir qui n'a pas les moyens de sa politique n'est pas un pouvoir. En 2016-2017, l'ensemble du système judiciaire, CSPJ, Cour de cassation, 5 cours d'appel, 18 tribunaux de première instance, 179 tribunaux de paix et 60 annexes de tribunaux de paix, disposait de 983 fonctionnaires. La Chambre des députés disposait de 1300 fonctionnaires. La Chambre des députés avait un budget de 3 milliards. Le CSPJ, pour sa totalité, la totalité de ses actions, avait un budget de 980 millions de gourdes. Ça vous montre très bien que le judiciaire en lui-même ne saurait et ne constitue pas un pouvoir. Un juge qui gagne 46 000 gourdes, 1000 excuses. Il faut qu'il ait énormément de courage parce que toute sa vie, il ne va jamais compter d'un trait 100 000 gourdes. Donc à 100 000 gourdes, la justice se vend comme au marché en fer, comme au marché de la Croix des Beaux-Salles, comme des piles de patates, comme des piles de l'âme véritable. Accompagné de Christian et de morceaux d'Aransor pour que la salaise soit bonne. Donc tant si longtemps que nous continuons à donner autant d'argent à un pouvoir législatif parasitaire, incompétent et refusant de remplir ses fonctions, et tant aussi longtemps que nous n'acceptons pas, nous ne faisons pas ce plaidoyer pour qu'on ait un appareil judiciaire fort avec des salaires compétitifs, on ne saurait aller nulle part. Deuxième élément, les institutions indépendantes. La Constitution de 87, par rapport aux autres constitutions, a créé ce qu'on appelle des institutions indépendantes. Ce sont des institutions différentes des organismes autonomes, parce que les institutions indépendantes ne sont affiliées à aucun ministère. Comme le nom l'indique, elles sont indépendantes. Mais indépendantes dans la bouche. Parce que dans les faits, il y a des dépendent de l'exécutif là pour jouer un budget. Dans les faits, il y a des dépendent de l'exécutif là pour jouer un budget. Donc, c'est l'exécutif là, acte législatif là, qui décide combien de cob il y a by institution indépendante. Donc, tant que cob petit, c'est tant que fonction institution ça limitée. Il y a 3 institutions indépendantes fondamentales dans la lutte contre la corruption. C'est le Conseil, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. On doit reconnaître que cette Cour, malgré certains scandales qui l'entourent, nous devons reconnaître que cette Cour a réalisé quand même certains succès. Le dossier Petro-Caribé a été évoqué pour la première fois en 2014 par la Cour supérieure des comptes avec les conseillers actuels et avait signalé que les dépenses étaient inefficaces, inefficientes et les dépenses se faisaient mal. Très peu de gens ont eu accès à ce document. On l'a imprimé et ce document, comme l'argent de Petro-Caribé, prend zèle les disparaît. Les disparaît. Donc, si la Cour supérieure des comptes, nous devons mener ce combat. 1. Pour séparer la Cour des comptes du contentieux administratif. Il faut qu'on ait une cour pour le contentieux administratif et une cour supérieure des comptes pour vérifier l'état des dépenses. Et on doit la renforcer. On doit la renforcer. On a continué la même pratique que sous la dictature du valérienne. On a essayé de garder la Cour supérieure des comptes dans une structure, quoique indépendante, mais dans une structure de dépendance. D'ailleurs, les conseillers sont recommandés et sélectionnés par le Sénat. Chaque groupe de sénateurs actuellement a son conseiller avec lequel il est proche. Donc la Cour a aussi ses limites, tant budgétaires et aussi qu'en ressources humaines, et on doit trouver une autre formule pour la désignation, de ces conseillers pour qu'ils ne dépendent plus de la bonne volonté et de la rapacité de nos sénateurs au niveau du Parlement. Il y a aussi l'OPC. L'OPC est censé protéger les citoyens. Donc l'OPC ne peut pas faire l'économie de dénoncer la corruption. Mais l'OPC veut se réduire à un rôle de protecteur des conflits entre citoyens et l'État.
Mais mille excuses, la corruption est la source principale de conflit entre le citoyen et l'État. Lançons un appel solennel au protecteur du citoyen pour lui dire qu'à la prochaine manifestation, il doit être en première ligne pour nous protéger des gaz lacrymogènes, des balles assassines de certains policiers. C'est son travail. Il est là pour me protéger. Il a un salaire de ministre parce que je paie les taxes. Donc il ne peut pas déplorer. Il doit être présent. Il doit avoir des inspecteurs. Il doit être là personnellement pour venir boire gaz là avec moi, pour venir courir avec moi, pour me suer. Moi j'ai un ami, Gary Denis, en sortant de la marche, à la Ruelle Nation, il a calonné une roche. Ça le prend le petit citoyen, ça. N'était-ce la vigilance des badauds, il a tué, il a lapidé. Donc, protecteur citoyen, il faut le réveiller. Le conseil électoral, vous savez tous qu'il y a un arrêt du juge, il y a une décision du juge Morin en tant que juge d'instruction. Mais la question que je me pose, comment se fait-il qu'on ait encore des conseillers électoraux? Avec cette décision du juge Morin, le gouvernement aurait dû démissionner l'ensemble des conseillers. Moi, je me refuse de jeter la première pierre à une seule personne, à une conseillère. Je jette la pierre à l'ensemble des conseillers. Parce qu'elle a siégé au sein de BCEN avec un autre conseiller. Maintenant, le député qui est à l'intérieur, qui a été mal élu, est-ce qu'on ne doit pas rentrer aller le chercher? Parce qu'on sait qu'il a été, il y a une preuve établie qu'il a été élu de manière illégale et illicite. On devrait non seulement aller le chercher, le condamner pour corruption et exiger de lui qu'il rembourse tout ce qu'il a perçu pendant ces 2 ans ou 2 ans et demi comme député. Et ce serait justice. Nous avons aussi les conventions que nous avons signées. Ces conventions ont préséance sur les lois haïtiennes. C'est la hiérarchie des normes, constitution, convention. Mais ces conventions, nous les bafouons en permanence. Il n'y a personne qui puisse défendre vos droits que vous-même. Vous devez le faire de manière égoïste, pour vous, et l'inscrire dans un projet collectif. Il ne suffit pas de marcher, il ne suffit pas de transpirer. Il faut s'approprier de ce cadre légal et que nous puissions exiger que l'État puisse renforcer ses institutions. Il y a 8 juristes haïtiens qui ont été formés à l'école de la magistrature de Bordeaux, spécialistes en répression des crimes financiers. Qu'on ne vienne pas me raconter qu'il n'y a pas de spécialistes en Haïti pour entamer ce procès. Ils sont là. Il y en a 8 qui ont été formés. Il y en a qui sont en dehors du système, révoqués pour leurs compétences et leur honnêteté. Je vais citer le nom de Sonel Jean-François. Je vais citer le nom de Lionel Bourgoin, qui ont été écartés par ce gouvernement, parce qu'ils sont honnêtes et compétents. Demandons au gouvernement de créer une commission avec ces 8 juristes compétents. Pourquoi faire venir des extraterrestres venant de la France, de l'Asie, pour venir nous dire que ce sont les voleurs? Ils sont là, ils sont compétents, ils sont disponibles. N'intervenez pas seulement sur un dossier de corruption, il faut intervenir sur le phénomène de corruption. Je vous dis bonne chance, bonne marche et surtout bon gaz. Après gaz là, nous mangeons banane pour bain et nous continuons toujours parce que gaz pas fait de pain. Merci beaucoup. Hasta la victoria finale. Merci, professeur Demeza. Et c'est à ses habitudes, vous êtes habitué à ce genre de discours. Un panorama triste, un panorama inquiétant, un panorama indignant. La grande question est de savoir combien d'entre vous sont indignés et combien d'entre vous sont prêts à agir par rapport à l'indignation. Et sur ce, nous allons prendre une pause musicale pour revenir à la partie échange avec l'intervenant. Bon, mais on est très heureux de revenir avec vous et après cette musique,
de révolution, jour nous révolter. On est toujours dans la ligne de la pensée patriotique révolutionnaire et on a écouté avec attention le professeur Auguste Demesa qui a comme un artiste peint une image triste, dégoûtante d'Haïti et en tant que citoyen, on ne saurait ne pas réagir. Et je pense que c'est ce qui justifie ceux qui vont intervenir et dans un échange avec l'intervenant. Là, généralement, on porte des précisions pour ceux qui vont intervenir. Et je souligne le mot intervention. Pourquoi? Parce que généralement, les gens se plaignent pour ceux qui font des commentaires. Et les gens ne se présentent pas pour poser des questions, mais aussi poser des questions, commenter. Donc, il ne faut pas se plaindre que la personne n'a jamais posé sa question. Il se pourrait que cette personne intervienne aussi et donne son point de vue sur l'intervention du professeur. Alors, j'invite Monsieur Legenson Saint-Jules à se présenter. Merci Volma et salut professeur, mais c'est plutôt Legenson Jules Saint au lieu de Saint-Jules. Jules Saint. Voilà, professeur, je t'attends avec un peu d'attention et m'habitue à différentes interventions. Yo. Maintenant, nous regardons la question de corruption. Historiquement, nous avons dit que c'est un phénomène qui datait avec Petro-Caribé. Nous avons remonté le plus loin et nous avons même passé, nous prenons tout le monde qui perd l'argent dans la coopérative et nous prenons la question de Petro-Caribé. Maintenant, montrez-nous tout que l'institution qui a un déficit, yo pas qu'à poser problème Petro-Caribé. Qu'on a la question à poser. Si nous avons une institution républicaine, si institution qui placée pour ça pas qu'à poser, maintenant qui ça attend comme solution, qui est, qui ça, qui groupe, qui a posé problème là et pour une réponse par rapport avec revendication de la population. Ou du moins, si qu'on y a là, pas de moun, si institution qui crée pas qu'à poser, est-ce qu'on pas qu'à dire tout, nous avons un problème de moun dans la société. Moun qui n'a pas yo, moun qui a une responsabilité yo. Est-ce que c'est un problème, nous ne pouvons pas regarder de façon ontologique sur question. Ça, c'est question PAM. Et qui côté challenge Petro-Caribé aujourd'hui, qui côté nous ka espérer la privée. L'en garder institution qui a réponse ou montrer que vous avez un déficit de crédibilité ou pas capoter réponse n'a. Merci un peu. McDonald Orphée. Bonsoir professeur, bonsoir maître Volmar. Salutations au public des Café Philo. Alors, moi je dis que la corruption en Haïti développée, ça a un mal politique, dans la mesure où c'est tellement généralisé, où il y a l'impression que tout le monde est obligé de flirter avec elle pour obtenir un service, au moins pour fonctionner normalement. Donc, nous gagnons l'école qui est basée sur la tricherie et la tromperie, la façon, la fête, la façon de fonctionner, de la mesure où il peut arriver créer des mondes en termes d'énergie morale et virile. Professeur élaboré un ensemble d'institutions régaliennes qui combattent la corruption, même dans les mandats, qui place au bas l'école dans la lutte contre la corruption. Je dis bonsoir au professeur Demesa, bonsoir au public inconditionnel de Café Philo, bonsoir aussi à Philippe Volmar. Et professeur Demesa, comme l'a si bien dit Thomas Daquin, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On sait bien qu'il y a des gens de ce pays qui savent lire. Rabelais, oui, c'est Rabelais. Qui savent lire et qui lisent très bien et qui ont réellement la science. Mais il y a un problème de conscience. Au lieu de dire que c'est le déficit de crédibilité, mais c'est quand bien même, on pourrait dire, le déficit de l'humanité. On a un problème de l'humain en Haïti. Et comme l'a si bien dit l'autre camarade qui a parlé de l'école, moi-même, je dis tête point, il y a un qui n'a pas science là et qui n'a pas conscience là, dans quelle situation liée. Parce qu'aujourd'hui en Haïti, les choses se dégénèrent. On fait face avec l'incompétence et l'ignorance. C'est lui qui a mené un côté de bras là. Comment on pense ces problèmes incompétence là, et ignorance là, eh bien, il a géré tout pendant que nous avons considéré l'éducation comme poumon de toute civilisation, toute société civilisée. Est-ce que vous pensez que
nous pas une civilisation qui est en déclin, nous pas disparaître. Est-ce que vous pensez que Jean Haïti peut aller là? Est-ce que nous pouvons considérer comme un État, comme un pays, comme une nation? Merci. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Maître Volmar. Je salue tout le monde dans l'assistance là. Bon, c'est pour une préoccupation qui peut exprimer très rapidement. Par exemple, moi-même, c'est une question de préséance. Mais je me connais, professeur, selon vous-même, qui ça vient avant, institution ou bien moun yo? Bon, là, je dis moun yo, pour qu'on ait citoyen, on a individu. Donc, qui ça qui engendre l'autre? Et parce que justement, c'est vrai là, bon, si je prête dans la thématique là, nous avons crédibilité ou encore non discrédit même institutionnel, ça rapidement pour à comprendre qui ça qui engendre l'autre. Est-ce que c'est moun yo qui fait institution ou bien c'est institution qui fait moun yo? Qui côté problème là? Et m'da mon petit réflexion sur ça, professeur. Merci. Bon, et professeur, avant que moi permette de répondre dans 5 minutes, moi-même tout, moi j'ai une préoccupation tout. Préoccupation pas maintenant aller dans le sens inverse. Mais toujours sous conséquence corruption. Il y a des gens qui se font traiter de corrompus alors qu'ils ne le sont pas, simplement parce qu'ils ont affaire avec nèg qui dans l'État. C'est comme une contagion. C'est comme un monde qui gagne la oujol, ou pas gagne lou campé côté, le monde qui voit campé côté, pas vle campé côté. Donc, il y a aussi ce mal que je ressens, surtout avec le mouvement Petro-Caribéa, que gagne une tentative de disculper une série de monde qui paraissent plus ou moins dans le mouvement, et tentative là, c'est montrer précisément que le monde est corrompu. Et il y a aussi le problème de comment on a fait pour nous connaître que un monde corrompu vrai ou pas corrompu vrai, alors que un technicien, par exemple, capable de travailler avec l'État, une entreprise capable de travailler avec l'État, il a signé un contrat, il fait une tâche, il accomplit tâche là, il paye, il va faire sur facturation. Mais le fait que leur fait rapport Petro-Caribéa, il te maintenant la donne ou non corruption tout. Il y a aussi ce danger de vilipender, de diminuer des gens avec la corruption. C'est comme si les corrupteurs se combattent ceux qui combattent la corruption avec la corruption. Je te cède la parole. Vous avez environ 5 minutes pour... Bon, 4 questions, 5 minutes. Ça va aller comme un jet. Mais jet là, comme dirait Cadence Rampa. Oui, dans toute intervention, je suis toujours très clair sur ça. Petro-Caribé n'est que la pointe de l'iceberg. Il ne faut pas se mentir. La corruption, c'est tout un système. Et si nous questionnons, il faut questionner tout gouvernement sans distinction. Il y a le rapport Raoul Guillaume sur les 30 ans du duvalierisme. Il y a le rapport de Paul Denis sur la présidence de M. Aristide. Il y a maintenant 2 rapports et les rapports de la Cour supérieure des comptes. Donc tout doit être posé. On ne peut pas dire qu'on commence par là, on commence par là. Il faut que nous ayons des équipes travaillant sur l'ensemble des périodes pour faire la vérité. La dilapidation des fonds ne date pas d'aujourd'hui. On ne peut pas donner un blanc-seing à ceux qui ont détourné pour aller chercher les autres. Sinon, ce serait ostraciser un groupe, ce serait pénaliser un groupe, parce que la population a été victime de la corruption dès le départ, dès l'entrée en démocratie le 7 février 1986, à date. Il y a des fortunes qui se sont constituées. Les corrompus de 1986 sont en train d'accuser les corrompus de 2016 parce qu'ils n'ont pas eu leur part de gâteau en 2016. Les corrompus de 2001 accusent les corrompus de 2015 parce qu'ils n'ont pas eu droit à leur part de gâteau. Si on a la gangrène au bout du doigt, on ne coupe pas le bout de ce doigt, la gangrène va se généraliser. Et pour combattre la gangrène, on ne peut pas couper au milieu et rapiécer ce qu'il y avait avant. Donc il faut s'attaquer au phénomène de corruption ad largem.
sans complaisance et sans aussi esprit de victimisation, de dénigrement et de vilipendier des gens qui ont été honnêtes. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il nous faut retourner à ce axe ontologique. Et là, ce n'est pas un problème de corruption. Il faut poser le problème de la société haïtienne. Je crois que il nous faut retourner aux lettres de saint Thomas. Il nous faut retourner à Delorme, il faut nous retourner à Janvier. Il nous faut retourner à cet esprit de solidarité, de partage, développé par les deux Jacques, les deux grands Jacques, Jacques Roumain et Jacques Stéphane-Alexis. Il nous faut retourner à Prespas. Il faut que nous questionnions la pensée haïtienne. Nous ne sommes pas un peuple marqué par le sceau de la corruption. Je refuse cette thèse. Je ne suis pas fou de corrompu moi-même. Pas vite dire nous sommes peuple haïtien corrompu. Il faut donc qu'on fasse l'autogenèse de ce peuple haïtien pour extirper ces malfrats qui envahissent les espaces de savoir et les espaces de monde de bien. Que peut attendre aux revendications de la population? À quand la prochaine marche? Moi, je dis d'acheter banane pour ban, nous, pour aller dans la marche. À chaque gaz, on morceau banane pour ban. C'est à vous, population haïtienne, de prendre votre destin en main. Chaque citoyen, chaque citoyenne. Nous devons arriver à convaincre l'autre que nous ne voulons pas persécuter quiconque. D'ailleurs, hier j'ai dit à une station, je suis offusqué de voir certaines personnes ayant bénéficié des largesses de César attaquer César. Je les ai accusés de rats, parce que papa m'a appris que c'est seul rat qui a abandonné le bateau et l'a coulé. J'ai presque envie de dire que j'ai pitié pour M. Michel Martelly. Tous ses amis, le poignard au dos, tout quoi Mifili, il avait dit, César, toi aussi mon fils, c'est même bénéficiaire, m'a foutu de joindre. Et on le poignarde comme ça. Et ceux qui ont bénéficié. Donc il faut ce procès. Et ce procès doit être juridique. Et ce procès doit être aussi populaire. Nous devons identifier ceux qui ont bénéficié. J'encourage tous ceux qui ont des noms de les sortir. Pas pour détruire, mais pour qu'il y ait enquête. Parce que tout citoyen a droit à la défense et tout citoyen a droit à la présomption d'innocence. Oui, la corruption est un mal, comme l'a dit Hannah Arendt. Mais ce n'est pas la première personne à l'avoir dit. L'école, excusez-moi, de ma formation d'enseignant, l'école instruit, la famille, l'église, la société, les pères éduquent et les entreprises forment. La corruption ne doit pas être un projet scolaire. Excusez-moi, on n'aurait pas de juges corrompus dans ce pays. On n'aurait pas d'avocats corrompus. La faculté de droit, qui est ornée de cette dame aux yeux bandés, mais ce sont les plus corrompus de ce pays. C'est cette justice aux yeux ouverts et à la main tendue. 4 ans de faculté de droit, 2 ans d'école du barreau pour produire ça. Des avocats qui ont défendu une cause et tournent dos à cette cause pour défendre cette cause par rapport à l'accusé. Nous devons les nommer. Nous devons les pointer du doigt. Nous devons retourner à Jean de La Fontaine et apprendre à réciter les animaux malades de la peste. Oui, pour l'éducation, oui, pour l'école, citoyenneté, et la corruption fait partie de l'éducation à la citoyenneté. Problème de conscience. Nous avons une société basée sur le paraître. Et ça a apparu en 1973 lors du procès des timbres. On avait eu cette fameuse tirade, le vol vaut la Volvo. Parce que tous ceux qui avaient bénéficié de cette vaste opération de mascarade avaient reçu à l'époque la voiture à la mode, une Volvo. Donc le vol vaut la Volvo. Chaque Haïtien se bat pour savoir quand est-ce qu'il va avoir l'argent pour acheter la nouvelle marque de voiture. Un bâton Moïse est un signe de distanciation.
Un téléphone iPhone est un signe de distanciation. La caméra, j'ai un problème courant. J'ai un DH, j'ai un Delcom, j'ai un inverteur, j'ai un panneau solaire, j'ai une énergie éolienne. Ce qui est courant à tout citoyen, à toute citoyenne, devient un outil de distanciation, un outil de différenciation. D'ailleurs, nous étions heureux que comme celle ne permettait pas à la masse d'avoir accès au téléphone cellulaire. L'intégrer téléphone, nous démarchez que vous sont trophées de guerre. Moi, je l'ai. Vous, malpropreté, vous ne l'avez pas. Le fait que Digicel généralisé, nous critiquez ça. Nous heureux, nous avons bien $5 chaud dans les grands hôtels de Port-au-Prince. Parce que nous n'avons pas l'argent pour nous payer de bière. Nous boyons à $5. Moi, je bois oui, Nicolas à 50 gouttes. Eh bien, nous avons bien glacé le bon. Et je suis avec des gens que j'aime. Vous avez l'intention de nous faire voir ces mêmes bagarres-là. Est-ce que c'est institution qui fait monde ou monde qui fait institution? Les deux. Les deux. Premier qui vole l'institution Maril. Deuxième n'a pas volé Maril. Troisième n'a pas volé Maril. Quatrième n'a pas volé, non. Il y a des gens honnêtes, mais on ne les choisit pas. Il y a des gens honnêtes dans ce pays. On a chassé Bourgoin de l'ULCC. On a chassé Solène Jean-François de l'UCREF. Pour des intérêts bien mesquins. Pour répondre à ta question, il y a une tendance qui se dégage de pointer l'autre du doigt, de dénigrer l'autre. Il faut faire attention à cette tendance. Moi, j'ai été victime lors du sitting devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif de jeunes filles envoyées par 2 personnes que j'ai dûment identifiées viennent camper devant mes companquettes à bas Radio-Télévision Caraïbe pour y crier devant. Même monde qui compte parler dans Radio Caraïbe, il faut nous mettre au dehors, il faut nous chasser. Il y a donc une instrumentalisation. Il y a des gens qui règlent leur compte. Comme l'avait dit le poète Anthony Phelps, nous sommes un peuple de Caliban. Caliban, c'est un anagramme de cannibale. Merci. Nous allons passer à la deuxième série de questions. Donc, je demande à Paulson Pierre-Philippe, Raj Larouzé, Polo Madson, Louis-Jeune Taberneau de se mettre prêts. Il n'y a pas d'André sur la liste. Non, c'est en haut. Ah ben ok. Paulson Pierre-Philippe. Bonsoir, merci professeur Demeza. Et déficit de crédibilité des institutions en charge de la corruption en Haïti. Comment nous parler de ça, lorsque nous considérons que le pays a fonctionné dans le système, côté de concept, même dans les universités, les espaces de savoir, de validation de savoir, ils ne pas prendre conséquence, puis ils bien traité et inculqué, non, ça n'a fonctionné comme système. Par exemple, les questions éthiques. Est-ce qu'on peut parler de crédibilité des instances qui là pour gérer corruption, pour veiller corruption, la question éthique n'est pas posée avec toute valeur dans le système de gouvernance noire. Et à quelque part tout, si nous considérons la question éthique là, il vient poser un problème systémique pour la question corruption parce que depuis pas une éthique, depuis pas une série de valeurs qui doivent garantir la bonne gouvernance, qui n'a pas existé, nous prenons quel que soit bon système qu'on mette, quel que soit bon loi qu'on mette, nous prenons un problème. Donc, est-ce que nous pouvons poser tout problème ça sans nous pas poser des problèmes inhérents à la bonne gouvernance, qui c'est d'abord la reddition de comptes et la redevabilité, que même dans l'université, nous n'avons pas inculqué nos bagages ça dans la bonne gouvernance, nous pas un mode pratique ça comment vous voulez que tout système n'est pas corrompu déjà si nous pas poser question ça d'abord. Merci. Merci. Et encore une autre fois, je salue le professeur Gougous, salue aussi Volma. Et effectivement, le pays a des gens là-dedans, le pays a des gens qui sont bons, et là, me dit bon dans le sens crédible, ça veut dire qu'il y a une chance pour le pays en sortir dans sa ligne. Mais je veux dire, le non sortant des tableaux que le professeur Gougous dressé, que nous-mêmes nous connaissons tout, puisque nous sommes impliqués dans la bataille qu'a faite dernier temps pour nous changer donner côté que pour nous démanteler le système ça
qui traînait visage société noire dans la boue pendant longtemps. Je dis alors, nous prenons toute institution, nous t'es qu'à compter sur eux. Yon pas répondre aujourd'hui, même ça qui concerne question religion. L'arrivée devant une situation pareille, question que je me poser, professeur. Nous connaissons aujourd'hui une bataille, pétro qui a dansé dans le pays, que nous continuons à inviter toute la population. Jeudi qui a venu, pétro quartier, dimanche 16, gagné mouvement pétro qui a continué. Nous t'avons demandé, est-ce que aujourd'hui ce n'est pas chambardement système net pour la population posséder avec lui? Ou bien est-ce que ce n'est pas dans un pétro déchoucage pour nous rentrer, pour nous sauver le pays? Merci un peu. Je plouvé la loi 17 là pour me voir un gros coup de bobo pour chaque monde qui est là. Et professeur, si m'a essayé de résumer l'intervention là, je suis capable de tourner autour de l'institution étatique, dans ça yo gen pour faire, ça yo ta doit faire, ak ça yo fait. Et en réalité, proposition de solution, li fixer quelques honnêtes gens pour qu'ils t'apportent on tient le mieux pour nous avec corruption qui a valé terrain. En fait, par rapport à proposition de solution, ça, moi, je me petit recul. Pour qui ça? Les Noirs considérer un travail tant que lui fait qu'il c'est appareil idéologique d'État. Nous pas même essayer d'envisager passer sous cette interpellation, mais là, regarder deux appareils idéologiques d'État dominants qui c'est l'école avec famille. Nous arrivons à comprendre que le problème de corruption, li marcher avec projet de société que nous-mêmes nous choisissons. L'aime dit nous-mêmes entre guillemets et me prend ensemble de dirigeants yo. Et bien dans ce sens ça, fixer quelques honnêtes gens ça qui passent dans même projet de société ça, les n'a considéré investir l'État après tout scandale nous connaît que non le cité la donne ou gain des hommes ou gain Wilson Lalo par exemple avec question restaurant étudiant ou gain question et fraude dans l'élection. Donc, ça t'a montré qu'en réalité, il faut que nous fassions un petit bac par rapport à ça. Et dans ce sens, pour question à partir comme ça, est-ce que plutôt, ce n'est pas un projet de société, nous avons remplacé par l'autre projet de société, si nous n'avons pas anticipé par rapport avec un philosophe politique qui est Nicole Laureau, qui écrit un texte dans la guerre civile, guerre la famille, qui a essayé de camper dialectique là, qui a essayé de camper la famille dans le rapport dialectique, comme quoi il a simé KO et porter solution pour nous retourner vivre ensemble. Merci. Vous pouvez parler, professeur. D'accord. Oui. Bon. Il y a un fait certain que il y a un grave problème éthique dans ce pays. Il y a Michel Barzac qui a été ministre de la Santé sous Chirac en 1978. Et cette phrase m'avait marqué sans en comprendre toute la portée qui avait dit « Je ne vois pas pourquoi que politique ne rimerait pas avec éthique ». Mais ce n'est pas seulement gouverneur pour une éthique. Il faut nous-mêmes tous, citoyens et citoyennes, nous menons combat intérieur, interne, pour nous internaliser, pour nous intérioriser la valeur éthique. Je ne veux pas choquer personne. Mais à un moment, quand moi personnellement je t'ai questionné, Corée étudiant et des peuples, petit maman chérie, en pile monde, t'es condamné parce que tu voulais faire accuser que ne pas voulait que les plus démunis aient accès à un ensemble de biens et de services. L'un après recevoir, il faut nous questionner, c'est l'après recevoir à tout. Les mêmes gens qui ont gouillé, qui ont chanté pour vilipendier la grande dame Lily Perpon et mon frère Jean Monard, ma soeur Lily et mon frère Jean Monard, nous étions dansés sous champ de masse là. Vous étiez là. Vous étiez les complices de cette malpropreté. Quand j'ai parlé à la radio que Chris Dran au champ de masse, c'est une aberration. Je te demande de me son petit épais, je m'a dansé, aïe 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 yo. Alors arrêtez de vous foutre de ma gueule. Nous sommes complices de cette grande tragédie que nous vivons. Moi je vous recommande tous
et toutes. Dimanche, ces gens sont dans les rues. Ce sont les témoins de Jéhovah. Et ils distribuent gratuitement une petite revue qui s'appelle Réveillez-vous. Mettre de l'eau bouillie, mettre cannelle, mettre anis étoilé, laguer revue, hein. Montez, réveillez-vous. Et n'ayez pas peur de vous regarder dans un miroir pour dire quel crime ai-je commis, quelle erreur ai-je commise. Nous avons permis l'établissement de ce système. Nous étions bien là-dedans. D'ailleurs, le grand philosophe haïtien Tony Mix nous a dit dégagez dans la rue en jeune blé, mais pas en mettre des fêtes Noël, pas en mettre des carnavals. Et nous-mêmes, nous avons souché de masque encore pour exercer vos yayades et en attendant après. Donc, soyons sérieux. Questionnez-vous aussi individuellement. Il y a les grandes théories, mais aussi l'individualité de cette capacité de se questionner en tant qu'individualité. Nous sommes engagés dans un processus de démonisation. Nous pas moun. Nous regardons l'autre avec dédain. Nous n'acceptons pas l'autre. Nous ne nous acceptons pas nous-mêmes. Nous avons peur de nous-mêmes. Essayons d'être autres. Oui, toutes les institutions ont failli. D'ailleurs, je crois que c'est Christophe Ragnac qui l'a dit, l'État d'Haïti n'existe plus. Mon grand ami Lionel Trouillot l'avait dénoncé. Mais il faut avoir la conscience de se poser cette question. Est-ce que l'État existe? Et je vais plus loin. Est-ce que l'haïtien existe? Nous sommes un ensemble d'êtres humains vivant sous des lignes parallèles. Et chaque ligne parallèle est constituée d'une faille sismique. Et nous allons tout droit vers l'abîme. Nous ne regardons pas l'autre. L'autre n'existe pas pour nous. Depuis de manger de bon. Depuis d'habiller, dans le bal, nous bon. Dans le chalas d'avou, nous bon. Vous êtes différents des autres. Vous êtes différents des autres. Et vous vous sentez bien. Or, nous sommes même pas une population. Parce que nous sommes un ensemble d'individus vivant sous des lignes parallèles. Est-ce qu'il faut un chambardement du système? Oui. Est-ce qu'il faut aller vers un pétrodéchoucage? C'est à vous de trouver la réponse. Moi, je suis un constitutionnaliste, un légaliste. Je me pose cette question et avec peine, un jour, et pas loin, un jour qui n'est pas lointain, je devrais arriver à cette décision. Est-ce qu'il faut s'engager dans cette voie? Le vivre ensemble. Ne vous foutez pas de ma gueule. Nous ne partageons pas le vivre ensemble. Nous avons des épithètes pour tout le monde. Les de haute taille, les gras, les mecs, les bois bien laides. Nous essayons d'avilir l'autre. Nous essayons toujours d'avilir l'autre. Et n'oubliez jamais, à chaque fois que vous avilissez un autre, vous vous avilissez vous-même. Parce que dans les yeux de l'autre, vous regardez votre pauvreté d'esprit. Vous regardez votre misère d'âme et vous regardez que vous êtes dans la pleine chute vers cette démonisation. Et je crois que c'est Bitova Oba qui l'avait chanté. Nous pas moun, nous pas moun, nous pas moun. Reconstituons le monde haïtien, reconstituons le sens du partage. Et nous avons un modèle de ce projet de développement alternatif devant nous, avec la combine bibliothèque Cité Soleil, où chacun apporte sa pierre. On marchande de l'eau pour 5 gouttes, je recevrai le même jour en Grenègue. Apprenons à vivre ensemble. Rends-moi service. Virez, regardez au monde qui est beaucoup là. Dis le bonsoir, je m'appelle un tel. L'homme là font nouveaux amis. Pas que si la petite chaise ou bien pour contour, ou le veau bral pour contour monter machine ou bien pour bagarre. Regardez au monde balle la mer. Regardez au monde balle non. Balle au monde chercher téléphone avec elle. Laissez-la retourner monde. La retourner dans le sens du partage. Et n'a pas mené combat ça contre la corruption. La corruption des professeurs qui baisent, qui couchent les enfants pour avoir des notes. Nous avons des professeurs d'université qui ne font que ça. Qui doivent toucher mal. Seule compensation gagnée, c'est leur monter petits ventes jeunes filles. Nous avons des professeurs qui vendent des examens. Nous avons des professeurs qui demandent de l'argent pour encadrer un étudiant pour la rédaction de son mémoire. Arrêtons ce carnage de peuple. Arrêtons ce carnage de soi. Merci beaucoup, vous avez été aimable. C'était un plaisir pour nous être ensemble et nous tendons assez silencieusement
attend avec un pile attention, cri d'indignation que le professeur Desmézard et saute lancer vers nous-mêmes. Et nous supposons continuer bataille pour un pays qui est meilleur. Et c'est ça, moi, je parlé de pensée patriotique révolutionnaire. Nous pas devons dire tête nous que tout le monde dans le pays a corrompu et que pas d'intérêt pour nous continuer bataille. C'est pas parce que des gens nous entendent nous citer plus dans Petro-Caribé, yo dit yo dans corruption et puis nous dit n'a pas vague. Là nous continue moun la lever. Même si nous pas qu'on a venir si moun ça non, nous pas qu'on si la un bandit, si la pour un gros professeur, si la pour un avocat, si la pour un sérieux, nous pas connaît. Mais nous continuons à élever, nous continuons à l'éducation. Même gens, nous pas contre qui a venu mouvement Petro-Caribé après, même si nous pas contre si gen moun qui corrompu en dedans avec nous, nous continuons à faire parce que c'est kounya pour nous faire pour le carré réussir puis demain. Donc faut nous prendre conscience pour nous dire ensemble côte comme Petro-Caribé. Merci beaucoup. Carton yo palais, dit ou mérité, ou pas te doit lever, ou pas te doit lutter, mais c'est fierté ou gagner, pas laisser yo blessé, pas laisser yo blessé. Nous c'est un seul père descend en bacal à ma chambre, et puis moi c'est même bitin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais là tout vite a brûlé, faut non fin calculer, faut yo apprendre à peser. C'est qui bon ça,